représentation du maire, je vous propose de reconduire les 2000 € que j'avais jusqu'à présent et pas de changer. Et puis, Madame maire. Donc l'année dernière, d'après ce que j'ai pu observer, vous avez utilisé 1747 € de frais de bouche pour lequel nous aimerions quand même savoir comment vous avez justifié. Nous savons que cette ligne-là de création est imposée sur l'écriture des comptes. Par contre, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Avec 30% d'augmentation de vos indemnités qui les portent à 3 356 € net, nous trouverions un peu scandaleux quand même que vous faisiez porter en plus au besoin 2000 € supplémentaires de frais de bouche que vous pouvez largement payer avec vos indemnités. Vous êtes en droit de se scandaliser. Vous êtes en droit de se scandaliser. Oui, tout à fait. Mais vous allez sûrement me répondre, mais pas. Et parce que les droits ne sont pas des vaches à lait. Voilà. Donc en attendant, nous ne voterons pas cette loi. Mais je l'ai compris, j'entendais pas loin de vous. Mais les frais de représentation du maire de la ville de Metz étaient à 11 000 habitants. 2 000 € c'est dérisoire. Dans bon nombre de villes, le DGS a des frais d'indemnité de représentation, le directeur de cabinet a des frais de représentation, et la ville de Metz n'alloue pas des frais d'indemnité au DGS, que je viens de vous dire, ni au directeur de cabinet. Je pense que le maire, il peut prétendre avoir 2 000 €, que après, vous l'avez même dit, je ne les dépense pas. Voilà, si je dépensais que 1 700 € dans l'année. 1747, Mais c'est comme la ligne, oui, bien sûr. On peut tout aller. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais je ne vous ai pas dit que je l'utilise. Grassement à l'évaluation et offrir à vos personnes que vous n'aimez. Eh bien, c'est comme ça, le vote va pour, Madame maire. Qui est pour les frais de représentation du maire pour de montant de 2 000 € sur un budget de 30 millions et quelques? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui est contre? 8. Je vous remercie. Le point numéro 14 pour les finances, le restaurant scolaire, la subvention exceptionnelle qui doit être... subvention exceptionnelle qui doit être... donc pour le restaurant municipal, je laisse la parole à monsieur Rodriguez qui n'a pas de micro et qui n'a pas. Et je vois. La crise sanitaire ma femme. Il faut appuyer sur le power, non? Appuie fort. Appuie, reste appuyé. Reste appuyé. Mets le doigt dessus. Ça fait le doigt dessus. Il faut envoyer le signal, je crois. Merci. La crise sanitaire a fortement impacté la fréquentation du restaurant municipal du Taurus et a connu une baisse de conséquente. Le budget annexe du restaurant municipal a enregistré des pertes de recettes. Cet établissement continue à recevoir des annulations de réservations. Il convient donc de voter aujourd'hui une subvention exceptionnelle d'un montant de 213 810 € nécessaire à la réalisation de l'équilibre du budget annexe du restaurant municipal, correspondant au BSA prévisionnel lié à l'épidémie du Covid-19. Il est donc proposé au conseil municipal de voter une subvention d'équilibre de montant de 213 810 €, de dire que les crédits Seront. Il y a une erreur. Seront. de dire que les crédits sont prévus. Seront. Ah, oui, seront prévus au budget principal au compte de 67 441 de fonctionnement exceptionnel au budget. Appuie sur le truc. Je pense qu'avec 2 000 €, on va avoir un Il faut pas envoyer le signal. oui, je pense que c'est signal, moi. Enfin, ça a parlé à Thierry, ça a parlé à... Ça va marcher. Moi, j'ai rien fait, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Je ne l'ai pas fait quand ils ont parlé. Vous savez, le faire. Le mettre sur 3, il n'y en a pas un qui marche, hein? Alors ça marche quand vous faites. Un, deux. C'est bon, là. Gueule de bois. Ça marche. Bon, c'est bon. Il y a des... C'est bon? Tu avais fini? Ouais, Alors est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur ma table? c'est le thème. Maintenant c'est le mec qui marche plus? Si, t'as allumé. Merde. Oh. Non, là, il est éteint. On est reparti. Bonjour. Donc, est-ce qu'il y a... Monsieur Lamigo. Oui, je vais essayer sans micro. Oui, c'est pas trop vieux. Voilà. Donc, effectivement, je comprends très bien que le Covid a impacté tous les services et la cuisine centrale en particulier. Par contre, il y a une question qui se pose, parce que vous avez voté le budget le 30 avril. Oui. En avril, on était en pleine crise épidémique. Oui. Vous avez déjà, lors du vote du budget, réduit les crédits par rapport à l'an passé, ce qui était normal. Oui. En alimentation, vous avez réduit de 390 000 à 273 000 lors du budget collectif. Et le scolaire, vous avez réduit dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 30% les recettes. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas sur les scolaires que le budget se fait, c'est sur les autres repas. Puisque on constate que... Ça marche? Oui. Donc, on constate qu'en fait, vous avez trois recettes. Les recettes sociales, qui bizarrement ont été prévues en hausse en 1994 en 2005. Je vous expliquerai pourquoi. Oui. Les scolaires qui sont passés de 320 à 220 en prévision Covid. Et par contre, les autres repas qui sont l'équilibre de la cuisine, vous n'avez pas réduit les crédits. Oui. Lors du BP. On n'a pas réduit les crédits? Non, lors du BP, vous êtes passé de 507 à 469, qui est une réduction de 8%. Et le trou vient de là. Si vous aviez réduit dans les mêmes proportions lors du budget Principal? Et on fait du budget, lors oui. du vote du budget principal, on ne serait pas obligé aujourd'hui de sortir 200 000 € du chapeau. Alors, par ailleurs, une cuisine centrale, quand elle produit un repas scolaire, elle perd des sous. Oui. Vous êtes d'accord? Puisque c'est des repas subventionnés. Moins on fait de repas, moins on perd d'argent. C'est faux. C'est Expliquez-moi. faux, parce qu'on a une masse de personnel à la cuisine centrale relativement importante et qu'on est obligé de payer. Oui, sauf C'est très fixe. Oui, mais je maintiens ce que je dis. Vous avez le poste personnel, vous avez le poste alimentation, Oui. frais généraux, etc. Il y a, dans le poste alimentation, on achète moins. Vous achetez moins, mais pas à due proportion. Puisque si on regarde votre décision modificative, dans le budget, non, mais moi j'ai regardé les chiffres du budget, les chiffres de l'ADN. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça pose une question sur l'économie globale de la cuisine centrale, qui est un service à budget à part. On voit avec cette EDM que, en fait, c'est 60% de recettes autres repas, on va dire, et un pourcentage sur le scolaire important, et après il reste les repas sociaux. Donc, il faut peut-être, dans ce budget à part, séparer aussi les choses. Parce que ça veut dire qu'on est sur un secteur autre repas qui est quand même un secteur concurrentiel. Donc là, mon collègue DGS sait de quoi je veux parler. Pour les VBA, etc. Donc, je pense qu'il faut que ça nous serve de leçon, cette histoire-là. Oui. D'abord, dans les prévisions budgétaires, on ne réduit pas de 30% la totalité et de 8% la recette et les autres repas. Je ne comprends pas, vous m'expliquez. Et ensuite, on se retrouve quand même avec une EDM aujourd'hui qui fait monter à 403 810 la totalité de l'abonnement du budget principal vers le budget de Malheureusement, c'est comme ça pour une bonne simple raison. Donc, j'explique pourquoi les repas sociaux ils ont augmenté. Parce que durant le Covid, on a fait des portages à bon nombre de mésoises et de mésois. Et donc, on les a facturés. Alors, on le faisait pas. Donc, c'est pour ça que ce budget-là a
tous les budgets annexes, il y en a 8 quand même. Donc, Mais si dans le budget annexe, si vous voulez revenir, M. Latigo, sur le budget annexe du service de l'eau, on peut en parler, puisque le budget annexe du service de l'eau tel qu'il a été monté, il y a bien longtemps qu'il a été monté, je ne veux pas rentrer dans combien, il aurait dû être monté en prévoyant des provisions. Il n'a jamais été monté en prévoyant des provisions. c'est ce que je vous disais, il aurait dû faire des provisions depuis au moins 5 ans, date de... Même avant, même quand il a été constitué, c'est pas moi qui ai constitué le budget de l'eau, je veux pas dire que c'est clair. Oui, revenons à la cuisine centrale, c'est pareil. C'est exactement pareil pour le Et la cuisine centrale, la perte principale, elle est que lorsque nous avons monté le budget principal de la cuisine centrale, nous étions, comme vous le dites, en plein Covid, et on pensait, franchement on pensait, et même vous pensiez, qu'un ou 2 mois après, et donc fin avril, fin mai, début juin, la période se serait calmée et tout repartait de plus belle. Sauf que malheureusement, ça n'est pas reparti de plus belle, et toutes les réservations de stages sportifs, d'écoles qui se déplaçaient, Air France qui venait, et tout ça, tout le monde a tout annulé. Donc du 1er juin, du 13 juin, jusque maintenant, et même en prévision pour la fin de l'année, toutes les réservations qui avaient été prévues sont annulées. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Donc à un moment donné, et ce n'est pas le seul budget de restauration, de cuisine ou de commerce qui est en cuisine qui est impacté. De partout, c'est comme ça, malheureusement. On est embêté. Je le comprends très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça serve de leçon. Oui, et ça sert de leçon, j'espère que le Covid... À la fois sur la répartition des recettes entre repas et scolaires, et à la fois sur les prévisions budgétaires. C'est illogique de réduire l'alimentation à 30% et les recettes prévues à 30% et 8%. Ça, c'est pas logique. Je vais laisser la parole quand même, puisque vous êtes bien, et je le comprends, c'est normal, vous comprenez bien, moi je vais laisser la parole au directeur général des services, votre collègue. Il me semble qu'aujourd'hui, au départ du Covid, il n'y avait aucune entreprise qui pouvait anticiper exactement les baisses de recettes. Le dire aujourd'hui, c'est facile. Moi, je pense qu'on le gère plutôt bien. Quand on remarque aujourd'hui, vous le savez, M. Caldigo, on voit tous les budgets sur la base des chapitres, et la ventilation par nature n'est finalement pas obligatoire, et elle n'est même pas, elle n'est pas nécessaire. Voilà. Donc j'aurais pu mettre toutes les recettes sur une ligne et les ventiler comme je voulais après. D'ailleurs, c'est une ventilation juste informelle, et ça n'a rien à voir. Quant aux recettes sur les repas sociaux, évidemment, on s'est adapté, car les repas sociaux produits ont augmenté pendant la période du Covid, avec un service qui a dû s'adapter rapidement et qui a fourni de nombreux repas aux personnes âgées. Certes, ça ne couvre pas toutes les réponses liées au Covid, mais je pense qu'on n'est pas le seul service de restauration touché par ça, et celui qui a la réponse, pour l'instant, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bien, merci monsieur le DGS, donc je reprends et je mets au voix qui est pour. Qui s'abstient? 8. Le point numéro 15, donc c'est la décision modificative numéro 1 du budget principal là, 2020, et je vais laisser la parole à Madame Malaviol, adjointe aux finances. Tu fais un point? Point d'info sur le Covid. Allez. Ça marche? Donc, avant de parler de l'ADM, je voulais vous faire un petit point d'information, vraiment d'information sur l'impact financier de la Covid dans notre pays. Concernant le budget général, aujourd'hui on est sur des estimations, certaines constatations et des estimations. Les prévisions de perte de recettes inscrites au budget primitif s'avèrent réalistes par rapport à ce qui avait été prévu. Et à ce jour, on est sur une perte de 405 500 € par rapport à la réalisation de 2019. En dépenses, on a eu de nombreuses dépenses exceptionnelles qui ont été constatées. Achat des protections individuelles, notamment tout ce qui est masques, solutions hydroalcooliques, protection des agents. On est autour de 108 000 €. Prime Covid aux agents du budget principal, 38 000 €. Total des dépenses exceptionnelles à ce jour, on est aux environs de 145 000 €. Les mesures dérogatoires sont en cours et nous devons rajouter à cette somme de dépenses exceptionnelles la subvention d'équilibre au budget annexe du restaurant, ce que vient de vous expliquer M. Rodriguez.
Et les dispositifs gouvernementaux, aujourd'hui, nous permettent d'amortir cette aide au restaurant de 213 810 € sur 5 ans, soit une somme qui est compensée partiellement par les économies sur les manifestations à hauteur de 257 000 €. Les autres mesures dérogatoires que nous pouvons avoir pour gérer cette crise, il a été prévu des reports d'échéance de prêts. Ce que prévu le gouvernement, c'est de reporter 2 trimestres en capital en fin de prêt, sauf pour le prêt au crédit agricole où le report concerne le capital et les intérêts. Soit moins 350 000 € d'impact sur notre budget en capital et 50 000 € en intérêts qui seront inscrits sur l'ADM qui va vous être présenté. Nous avons d'autres budgets que le budget principal qui sont fortement impactés, donc le restaurant, nous venons d'en parler. En recettes, on a une perte annuelle estimée. Aujourd'hui, on est dans les estimations, tous ces chiffres seront affinés lors de la clôture budgétaire, à 346 000 € par rapport au réalisé 2019. En dépenses, il y en a une prime Covid pour les agents à hauteur de 14 000 €. Le budget hébergement, donc vous savez, c'est un EPIC, donc pour faire mon restaurant, aucune mesure aujourd'hui nous permet de le subventionner. On a une perte de recettes estimée à 141 000 € par rapport au réalisé 2019. Elle est basée sur les réservations qui ont été annulées à ce jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir affiner à la clôture de l'exercice. Pour ce qui est des mesures dérogatoires, nous travaillons avec le comptable public, sachant que c'est un EPIC, pour voir si on peut trouver des solutions et avec les services de l'État. Pour information au niveau du CCAS, les dépenses constatées sont de 12 presque 500 € de masques et équipements de protection d'hiver et de 3 377 € de prime Covid. Pour l'EHPAD et le SIAD, nous sommes à près de 20 000 € d'équipements Covid et de 60 000 € en prime Covid. Voilà, alors pour le budget CCAS, on devrait avoir ces dépenses majoritairement compensées par l'État et les organismes de tutelle. Voilà, ça c'était à titre d'information, uniquement d'information, avant la délibération concernant l'ADM. Je enchaîne sur l'ADM. Vas-y, allez-y, merci pour cette information. Donc concernant l'ADM, vous avez tous les détails de l'ADM qui est décrit avec le tableau récapitulatif à l'arrière. Je ne vais pas la lire, je pense que vous l'avez vu dans le détail. Je crois que ce qui est important, c'est de dire que ce projet d'EDM s'établit à 362 906 €, 58 centimes, en dépenses et en recettes de fonctionnement, et moins de 7 132 000 € en dépenses et recettes d'investissement. 180. Oui, 882. Le projet d'EDM, compte tenu de ces éléments, le budget 2020, budget primitif et décision modificative, s'élève en dépenses et en recettes à 16 175 810,58 € et en section de fonctionnement à 5 224 342,34 € en section d'investissement. Voilà, je vous demande de bien vouloir approuver cette décision modificative telle qu'elle vous est présentée. Y a-t-il des questions? Monsieur Breton. Oui, moi je peux dire. Prenez celui-là. Il y en avait un autre, non? Il marche pas, hein? Ça y est, on marche. Oui, je ferai 2 interventions. Déjà, la première, je pense que c'est une erreur de frappe, notamment sur les joutes. Il y a marqué 1733,20, justement, subvention aux associations du fait de la régulation. Oui. Bon, cette décision, j'en reparlerai à la question 31. Oui, il y a une erreur, il manque 1 000 €, c'est 2733. C'est parce qu'on n'a pas eu besoin. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que. besoin d'enlever la totalité, c'est pas sur l'ensemble.
l'ensemble des, Voilà. sur l'ensemble des subventions. En fait, Non, mais là, c'est l'ordre de 1733, ajustement de la subvention aux associations de joutes. Ah, mais dans les écritures, dans le texte. Voilà, il y a marqué 1733, c'était... Non, mais c'est un texte, c'est un texte. alors en fait, les écritures de cette DM permettent aujourd'hui d'assurer l'équilibre budgétaire dans notre budget par rapport à tout ce que je vous ai dit sur le Covid. Ce qui sera important à voir, bon, il y aura disposition, si vous voulez, des détails sur des points particuliers. Ce qui sera important vraiment de voir dans le détail, c'est au moment de la clôture, où on aura vraiment le constaté de l'impact et le constaté des pertes de recettes et des dépenses exceptionnelles. Mais il n'y a pas d'erreur dans le texte, donc c'est 1733 €, mais ajustement de la subvention aux associations, la subvention globale, qui fait des joutes du fait des annulations, mais pas que des joutes. Le chiffre de la 31, c'est ce que reste, et le chiffre qui est sur celle-là, c'est ce qu'on a. Non, il n'y a pas d'erreur. Je suis sceptique sur le truc, mais bon. Oui, ensuite, je parlais des indemnités d'élus. Là, je vois l'indemnité d'augmentation de 8 389. Alors, sur la dernière, le budget était sur 157 500. Vous avez fait une proposition de 160 000. Et là, vous rajoutez 8 389,28, c'est-à-dire 168 389,29. Et l'année prochaine, vous allez budgétiser 196 396. Je vous ferai une question écrite pour avoir les détails des indemnités qui ont été versées au mois de juillet et au mois d'août en fonction des délégations que vous avez données. Et en même temps, j'en profite pour vous faire passer un petit message par rapport aux indemnités, et je vais vous répondre, monsieur le maire, puisque je n'ai pas pu le faire sur Midi Libre, puisque Midi Libre, ils sont à la botte de beaucoup d'élus en ce moment, et on a du mal à passer les messages. Vous m'avez attaqué dans la presse par rapport aux indemnités d'élus, en disant qu'après les élections de 2014, Thierry Béza bénéficie d'une augmentation de 35% de son indemnité d'adjoint au maire. On ne l'a pas entendu à cette époque, ce fut cette augmentation. Alors je me devais de répondre à cette allégation mensongère diffamatoire. En 2003, les adjoints étaient à 22% de l'indice. En 2008, les adjoints ont perçu 81,5% des 22% de l'indice. Les adjoints de l'époque ont accepté une baisse de 150 € pour payer les indemnités des conseillers délégués. En 2010, la ville de Metz passait la barre des 10 000 habitants et de ce fait, les indemnités ont été indexées sur une nouvelle grille de 2014. Car l'article R2151 du Code général des collectivités territoriales prévoit la prise en compte du chiffre de la population totale au renouvellement intégral du conseil municipal. Et en effet, en 2014, les adjoints ont perçu à nouveau les 22% de l'indice, au lieu des 27,5% prévus par le régime indemnitaire des élus de la collectivité. Donc finalement, nous avons récupéré les 150 € des 22%, et sachez que nous aurions dû avoir normalement les 27,5%, donc on n'a pas eu d'augmentation, si ce n'est qu'on est revenu à la grille tout à fait normale. Autre remarque, en changeant de strate démographique, les adjoints auraient dû passer en 2014 de 22 à 27, et seul vous, monsieur le maire, avez bénéficié de cette augmentation en passant de 55% à 72,1% de l'indice. Si. En résumé, monsieur Fricou est passé de 55% de l'indice en 2008 à 72,1% de l'indice en 2014 pour atteindre 99,8% de l'indice en 2020. Voilà. Monsieur Fricot, en 2014, vous perceviez 1 706 € net, et en 2020, vous percevez 3 356 net, soit une augmentation de 96,7% des indemnités en 3 mandats. Et dans le même temps, les adjoints sont restés à 22% de l'indice depuis 2003. Seuls les nouveaux adjoints, que je trouve tout ça fait normal, passeront en juillet 2020 à 28,4 et percevront la somme de 953 €. Alors, qui est le grand gagnant de l'opération? Pour rappel, le 3 août 2017, M. Fricot a reçu les observations de la Chambre régionale des comptes sur le manque de transparence des indemnités d'élus, un flou qui finalement a rajouté les choses. Voilà ce que je vais vous dire. Eh bien, c'est dit. Voilà. On passe donc, on est au budget principal, décision modificative numéro 1. Oui, j'ai des observations à faire sur cette EDM. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit de dire, puisque vous n'avez toujours pas
tableau des indemnités d'élus, qui est une pièce obligatoire au budget, une annexe. Donc ça faisait partie des 2 demandes que je vous avais effectuées lors du conseil du 3 juillet. Et je suis venu en mairie pour vous remettre en main propre un courrier le 7 juillet pour demander 2 choses. Une, le tableau dont on vient de parler, l'indemnité des élus, c'est toujours pas fait. Et l'autre, c'était d'obtenir les documents comptables et les délibérations annuelles autorisant les véhicules de fonction pour la période 2014-2020. Alors, il vous était également demandé de produire le tableau des indemnités, on a dit c'est pas fait. On est le 23 septembre. Les indemnités d'élus, c'est à joindre au niveau du budget principal. C'était ma demande. Parce que là, le vote Au 30 avril. Ce que je vous demande, c'est de le faire à la date du 30 avril. Vote du budget. C'est écrit dans ma demande. Je vous la lis si vous voulez. Ah. Bon, on est le 23 septembre. Non, mais je vous explique. Il y a un lien avec l'EDM parce que j'ai peut-être trouvé l'EDM à faire aussi, un DM2. Donc je vais vous lire un courrier que je vais vous adresser demain à recommander, parce que je pense que maintenant il va falloir faire comme ça, puisque vous me méprisez totalement. On est le 23 septembre, je rappelle. Je ne sais pas qui c'est qui méprise l'autre. Mais moi je vous dis les choses en public, je vous fais une demande écrite, vous ne répondez même pas. Alors demain vous allez recevoir un courrier qui dit ceci. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 3 juillet, je vous ai fait 2 demandes que j'ai réitérées par courrier le 7 juillet. Et vous lisez pas la lettre là quand même. Si. Attendez, c'est pas l'ordre du jour, ça n'a Si, parce que ça parle de l'ADM. De quel thème? De celle-là. Il s'agissait d'obtenir les documents comptables et les délibérations annuelles autorisant les véhicules de fonction pour la période 2014-2020. Il vous était également demandé de produire... Si, j'y arrive. Nous sommes le 23 septembre. J'ai effectué des recherches sur le site de la ville et consulté les délibérations du conseil. Je n'ai trouvé aucune délibération annuelle sur l'usage des véhicules de fonction. Je comprends donc votre embarras et votre obstruction. Pour estimer les sommes en jeu... Délibération que vous faisiez voter au conseil communautaire... Pour estimer les sommes en jeu, je viendrai à la mairie le jeudi 1er octobre à 10h consulter les documents comptables demandés. En cas de refus de votre part, je saisirai le président de la Chambre régionale des comptes, la préfecture et le trésor public pour obtenir les pièces comptables. Si, comme je le pense, l'utilisation des véhicules de fonction était illégale, il vous est possible de rembourser au budget communal des sommes qui pourraient être qualifiées de détournement de fonds publics. Une recette au chapitre 77 pourrait être inscrite en DM2 lors du prochain conseil municipal. Donc nous sommes bien dans les DM. Demain, vous allez recevoir ce courrier. Ça a été vérifié par M. Bren à l'époque. M. Bren l'avait fait. Il est venu dans ton groupe maintenant. Moi, je suis élu depuis le 3 juillet. Non, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Il y a eu une conseil municipal. Puisque vous me citez, j'ai en effet vérifié l'utilisation des cartes d'autoroute, puisque l'accusation avait été portée contre vous. L'accusation avait été portée contre vous s'agissant d'une utilisation à titre personnel du véhicule de fonction. Voilà ce que j'ai fait. Vous avez vérifié, il y avait ça. J'ai vérifié, je n'ai rien trouvé. Là, il faut tout ressortir. Ça n'a rien à voir avec les délibérations. Parce que je rappelle que c'est chaque année que l'on doit autoriser. Ah oui, ben ça se fait, ça se fait. Et vous m'avez bien répondu. Monsieur Davigo, vous êtes bien mal placé. Incapable de fournir les conditions d'utilisation de ce véhicule. Il n'y avait aucun véhicule de fonction. Il n'y avait aucun véhicule de fonction. Il n'y avait que des véhicules de service, avec un arrêté et des conditions d'utilisation fixées. Ce qui manque. J'aurais bien aimé que vous me répondiez. Ah, moi. Je l'ai aussi. Si vous faites parce que alors après je parle, dire autre chose. Allez, on arrête là. Non, mais il faut arrêter. Faut arrêter. Et vous les aurez, mais je n'ai rien à cacher. Vous les aurez, mais nous n'avons pas que ça à faire, monsieur Davigo. Si vous croyez que depuis que nous sommes des élus et que les élus sont en place et le personnel, il y a du travail. Cet été, il y a eu du travail, monsieur Davigo. Et on avait sorti ça pour M. Bren, ce qui était tout à fait normal, il nous l'avait demandé. C'est une pile comme ça. Il faut redemander au service de ressortir tout ça. Donc je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Je ne sais pas où ça en est. C'est le DGS qui s'en occupe. Ça sera fait. Ça sera fait. Monsieur Davigo, je sais que ça ne me concerne pas, mais j'ai un service qui a été en demi-effectif avec des gens fortement malades et partiellement renouvelés. On a eu la période du Covid. Ça n'excuse pas tout, c'est certain, mais je le prends sur moi. Faire un courrier de réponse. D'accord. En disant que ça prend du temps, c'est possible, non? Allez,
donc la décision modificative numéro 1 du budget principal 2020. Qui est pour? Qui s'abstient? 1. Qui est contre? 7. La décision modificative numéro 1 du restaurant municipal, je laisse encore la parole donc à M. Rodriguez. Pardon? Ça marche plus? Je vais vous faire grâce de la liste des écritures. Donc, je vais aller sur la fin. Compte tenu des éléments le projet de DM numéro 1 s'établit à 28 923,64 € en dépenses et en recettes de fonctionnement et à au moins 4 000 en dépenses et recettes d'investissement. Le détail du projet DM est joint à l'annexe. Le budget 2020 du budget primitif de la décision modificative s'élève en dépenses et recettes à 1 283 123,64 en section fonctionnement et 88 800 € en section d'investissement. Je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget en annexe 1 du restaurant municipal. Des questions? J'ai des questions. La question qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est contre? 8. 8 abstentions. Oui, non, mais vous levez la main quand même. 8 abstentions. C'est 8 abstentions? Le point numéro 7, budget annexe de l'hébergement, décision modificative numéro 1, et je laisse encore la parole à M. Rodriguez. La même chose, le budget 2020, budget primitif de la décision et décision modificative, s'élève en dépenses et recettes à 200 000 € en section de fonctionnement et 28 925 en section d'investissement. Je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe de l'hébergement 2020. Questions? Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? 8. Point numéro 18, donc c'est le domaine public, l'exonération partielle des redevances pour l'occupation du domaine public durant la crise sanitaire. Donc comme vous le savez, donc, cette crise a été difficile pour bon nombre de nos commerçants. Donc je vous propose, afin d'accompagner la reprise d'activité, d'exonérer à compter du 14 mars, donc de la date du confinement jusqu'au 30 septembre, on a dépassé la date du confinement malgré tout, la perception des redevances d'occupation de domaine public des commerces pour respecter les contraintes de fermeture imposées, ainsi que les commerçants non sédentaires abonnés sur les marchés de messe pour lesquels les fermetures ou les restrictions ont été imposées. Les redevances qui ont été déjà établies feront l'objet de réduction de titres au prorata jusqu'au 30 septembre 2020. Ceci afin de soutenir les commerçants ayant rencontré d'importantes difficultés financières et de relancer l'économie locale. Il est également soumis au conseil municipal d'adopter les mêmes mesures pour les commerces situés sur le port, après l'avis bien sûr du conseil portuaire qui sera donné au prochain conseil portuaire, conformément aux dispositions en matière tarifaire relatives au port départemental. Nous avons fait un courrier au conseil départemental qui a validé notre demande et qui va passer ça, nous délivrer en conseil communautaire. Je vous demande donc d'approuver l'exonération à compter du 14 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020. La perception des redevances d'occupation de domaine public pour les commerçants n'ayant pas pu exploiter leur terrasse. Et d'approuver pour la même période les mêmes conditions pour l'exonération des commerçants non sédentaires qui sont abonnés au marché de la ville de Metz. Et d'approuver aussi le principe d'une exonération selon les mêmes modalités après avis du conseil portuaire pour les commerçants du port départemental et de m'autoriser, ou mon représentant bien sûr, de signer tous les documents qui concernent ce dossier. Et je vais laisser la parole à Mme Imbert. Merci, Monsieur le maire. Je veux féliciter d'avoir proposé le président. Et moi, mais elle n'a pas. L'autre, là. Donc je voulais tout simplement dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport au budget annexe, que quand même je me félicite d'avoir proposé au président du département l'exonération de cette taxe en tant que présidente du port mixte et conchylicole également, parce que cette exonération vient également sur les redevances conchylicoles.
et que il ne peut y avoir que le conseil portuaire qui peut exonérer cette taxe. Celle-ci sera donc proposée au prochain conseil portuaire. Et donc, je suis contente que ma petite observation sur Facebook vous ait poussé à envoyer ce courrier le 5 juin. Voilà, donc c'est pour les commerçants, bien entendu, que je félicite cette assemblée de pouvoir proposer cette délibération. Merci. Bien, mais si je peux me permettre, maire, les commerçants du port étaient bien au courant avant le 5 mai de l'exonération, puisque je les avais reçus en mairie. Au courant, c'est une chose, acter, ça n'est une autre, monsieur le maire. Mais vous le savez très bien, Mais vous n'êtes pas décisionnaire de cette exonération ou pas. En tant que présidente du port, je l'ai annoncée et elle sera votée. Je délibérera, si le conseil portuaire décide de ne pas faire payer et que le département ne fait pas l'appel à cotisation, vous ne ferez pas l'appel à cotisation pour ni les restaurants ni les conchiculteurs. À ma connaissance, c'est nous qui faisons l'appel à la cotisation. C'est lui qui fait l'appel à la cotisation. Oui, vous avez fait, vous, l'appel à cotisation, mais nous, on ne la réclamera pas. Et donc, c'est pour ça que vous allez la rendre aux conchiculteurs et aux gens qui ont des terrasses sur le port. C'est vous qui la rendez, c'est pas nous qui la rendons. Oui, non, l'appel à cotisation a été fait. Bien, donc qui est pour? Apparemment, tout le monde. Oui, moi j'ai une remarque, parce que bon, d'accord, il y a une querelle département mairie. Il n'y a pas de querelle, là, vous aussi, je ce que je veux dire quand même, c'est que vous avez fait l'annonce, bon, je sais pas, le 6 avril 2020, et vous vous êtes décidé quand même que le 5 juin à solliciter le département, c'est-à-dire qu'il est passé quand même 2 mois. Vous auriez pu le faire un peu plus rapidement. On aurait pu profiter que le conseil portuaire était en place sur la dernière mandature pour régler ça. Parce que là, c'est qu'on vous appelle le 5 juin, on vous dit on se réunira, le département vous répond le 15 juillet en vous disant on se réunira au mois de septembre. Au mois de septembre, là aujourd'hui, on est en train de donner les... Et il n'y a pas eu de conseil portuaire. Allez, là, je vais vous expliquer. Là, on va faire un conseil portuaire, ça veut dire que depuis le mois d'avril, il y a eu une perte de temps énorme. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des restaurateurs qui ont été obligés de payer les... Ils sont remboursés, monsieur. Ils seront remboursés, mais qui sont obligés. Et ceux qui vous ont fait confiance ou qui ont mal compris, quand vous dire on ne vous payerait pas, ils n'ont pas payé et ils se retrouvent maintenant les mises en demeure. Il y en a 5-6 qui sont dans le... Mais certes, ils ne risquent rien. Mais quand vous avez fait l'annonce, certes, c'est dans les élections, ça fait bien de faire des annonces. Si vous aviez fait... Non, mais vous avez fait une annonce... Les annonces, je ne sais pas qui c'est qui les a faites, les annonces, je ne sais pas qui ça. C'est vous qui avez fait l'annonce le 6 avril. Mais c'est normal qu'on fasse une annonce. Mais si vous aviez fait le travail, vous auriez pu de suite interpeller le département. Il y avait encore les élus en place pour faire encore la commission portuaire avant l'été. Et le problème, il était réglé et les restaurateurs n'auraient pas eu à faire oui, vous avez entièrement raison de dire ça, madame la maire, s'il vous plaît. Pourquoi nous n'avons pas fait un conseil portuaire le 15 juin? Si vous, la présidente, apparemment, vous auriez pu le convoquer. Ouais, et vous auriez pu faire la demande aussi. Mais c'est pas à moi de faire la demande. Non, je ne fais jamais la demande de conseil portuaire. C'est la présidente qui va faire les pics. Je ne suis pas comme vous, moi je ne donne pas les ordres. Un conseil portuaire, c'est madame la présidente qui donne les ordres et qui fait faire les conseils portuaires. C'est pas le maire. Ça vous arrange, un coup c'est vous qui commandez, un coup c'est... Mais j'ai jamais commandé moi le conseil portuaire. Et vous avez fait la demande le 5 juin. J'ai pas fait la demande, j'ai fait la demande au conseil général. Eh bien. Pour justement avoir la gratuité, vous ne jouez pas sur les mots, vous savez que c'est... C'est normal, monsieur Paisa. C'est normal. Ben, pour tout ça, c'est une perte de temps. Ah, mais et alors, les comptes d'intervention, encore plus. Donc, le point numéro 19, s'il vous plaît. S'il vous plaît, restez correct. Eh bien, attendez. Restez correct. Mais qu'est-ce que vous me dites, vous? On perd du temps. Je vous dis là aussi, on perd du temps. Il y a d'autres questions. Il faut faire une remarque. Et bien, moi aussi. Il n'y a pas beaucoup qui doivent avoir le dernier mot. C'est moi ici qui ai le dernier mot. Donc, je ne vais pas poser contraire. Le question dit. S'il vous plaît. Et qui c'est qui On va dire au public que c'est pas un spectacle. On n'est pas là pour applaudir. Le public, Il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir. Vous êtes content quand vous applaudissez. Non, pas du tout. Le point numéro, donc, attendez, 18, on n'a pas voté du coup aussi. On l'a voté? Non. On l'a pas voté, voilà, je suis perdu. Le point 18, tout ça pour ça. Le point 18, donc, qui est pour, donc, d'exonérer, donc, et de demander au conseil départemental d'exonérer le
les terrasses du port du port. Qui est pour adopter? Je vous remercie. Et le point 19, c'est les affaires scolaires, c'est l'association La Calandretta qui, on va vous expliquer ça, et c'est M. Doulat qui va vous parler un petit peu. Alors, cette subvention, cette délibération concerne l'association Calandretta. Elle a pour objectif d'exonérer cette dernière d'une compensation financière qui doit être normalement versée par cette association à la commune d'Omez en cas d'inscription d'enfants non domiciliés sur la commune, prévue selon les dispositions de l'article 5 de la convention en vigueur approuvée par le conseil municipal de sa séance du 7 avril 2017. Donc, je vous explique, donc, en fait, la situation, c'est que cette association en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, a subi une baisse très importante de ses recettes propres, liées notamment à ces manifestations. Et pour soutenir le fonctionnement de cette école privée, qui, je vous le rappelle, est une école privée sous contrat, conventionnée donc, par l'éducation nationale et dispensant l'enseignement de notre langue régionale occitane, qui se trouve en difficulté financière, je propose donc à la commune qu'elle consente exceptionnellement à cette exonération qui s'élève à 9 500 € pour l'année 2020. Alors, je précise tout de même que cette association s'est engagée d'ici la fin de l'année à mettre en œuvre un plan d'action mobilisant des recettes supplémentaires afin de limiter le déficit prévisionnel et compléter l'aide municipale. Ainsi, je vous demande d'approuver le principe de cette exonération de la compensation financière versée par la commune d'un montant de 9 500 € et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer le document relatif à ce dossier. Question. Qui est pour? À l'unanimité, donc. Merci pour la calendrier. Merci pour votre temps. Le droit à la formation des élus, c'est le point numéro 20. Donc, je vous propose, donc, vous savez, il faut faire un montant prévisionnel des dépenses de formation pour l'ensemble des élus. Il ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités et à 20% plus que 20% du même montant. Donc, je vous propose de le fixer pour cette année à 5 000 €. Y a-t-il des questions? Madame Wenger. Alors, par rapport à cette somme de 5 000 €, cette somme, elle englobe-t-elle la formation de tous les élus? Ça me semble un peu léger. Sinon, comment envisagez-vous de répondre à l'ensemble des demandes de formation de vos élus en début de mandature si la somme dépasse 5 000 €? Ce que je me suis... Alors, en deux mots, donc on a fixé à 5 000 €, c'est plus de 2% des montants des indemnités. Si on la fixe à 10 000 € par exemple, il faut que le reliquat, donc s'il reste 6 000 €, il faut qu'il soit reporté sur le budget 2010 et ajouté aux 10 000 € de 2021 et ajouté au budget de 2021. Donc on peut arriver, s'il n'y a pas de formation, à avoir 30 000 € bloqués comme ça qui servent à rien. Ce que je vous propose, si jamais vous avez des formations, alors il faut rester raisonnable, là on met bien sûr une formation, ça équivaut environ à 150 € par élu. On peut trouver des formations, il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes certes, si jamais, alors c'est au prorata bien sûr des élus, hein, donc si jamais on n'y arrive pas, et on aura une DM pour augmenter le budget. Avec discussion, bien sûr, si vous me demandez une formation qui coûte 32 000 €, le budget ne le permettra pas. Hein, faut être raisonnable. Il vous reste 3 mois pour faire les demandes. Il vous reste 3 mois pour cette année, pour faire les demandes de formation. Cette année, oui. Pour le budget. Oui, la fin du vote, oui. Voilà. Pas d'autres questions? Il y a des formations gratuites. Qui est pour? Adopté. Point numéro
c'est le personnel, autorisation de signature de la convention de mise à disposition du pôle médecine préventive au centre de gestion de l'Hérault. Ça s'est renouvelé encore une fois, et donc c'est M. Lombel qui présente cette délibération. Alors, lors de la séance en date du 17 novembre 2016, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer la convention d'adhésion au service médecine préventive du centre de gestion de l'Hérault. Le CDG 34 a présenté une nouvelle convention de mise à disposition explicitant les objectifs, le fonctionnement et le mode de fonctionnement du service. Ce projet a été préalablement soumis au CHSCT du 30 janvier 2020. Le coût annuel de l'adhésion est de 0,21% de la masse salariale soumise à l'URSSAF N-1. Et à cela s'ajoute le coût, par exemple, périodique fixé à 55 €. Donc cette convention s'y annexée est prévue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2020, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et considérant l'avis du CHSCT du 30 janvier, il est proposé d'approuver la convention de mise à disposition du pôle médecine préventive du CDG 34, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention, de dire que les crédits nécessaires liés à l'application de la convention seront inscrits au budget, et charger M. le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente déclaration. Voilà. Alors, on me dire que c'est depuis le mois de janvier puis que le mois de septembre, bien sûr. Et donc, en fait, la convention précédente était reconductible par tacite reconduction. Et donc, à part une modification discrète, c'est-à-dire qu'il y a les 55 € que l'on paye à chaque visite, qui n'était pas prévu la précédente fois. Donc, la convention peut être signée maintenant, même si je suis bien d'accord avec vous, c'est un peu en retard. Non, c'est juste pour dire que je ne peux pas prendre part au vote sur Ah cette bon? délibération. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà, si vous avez des questions. Pas de question. Qui est pour adopter à l'unanimité et Mme Imbert ne prend pas part au vote. Le point numéro 22, c'est pareil, c'est M. Lombel, ça concerne le personnel et c'est la modification du tableau des effectifs. Alors, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. La délibération doit préciser les grades correspondant aux emplois créés, les grades correspondant aux emplois supprimés, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Il s'agit d'un emploi de non-titulaire créé en application. S'il s'agit d'un emploi de non-titulaire créé en application des 3 derniers alinéas de l'article 3 de la loi précitée. La dernière modification du tableau d'effectifs a été adoptée par le conseil municipal du 11 décembre 2019, considérant l'avis du comité technique émis lors de sa séance en date du 30 janvier 2020, considérant la nécessité de créer en raison de l'optimisation de l'organisation des services municipaux dans l'intérêt du service et dans l'attente de l'avis du comité technique sur les suppressions des emplois correspondants, les emplois permanents suivants, sur le tableau d'effectifs du budget général. Alors, j'ai fait une petite synthèse parce que vous avez tous lu les différentes pages, pour que ce soit plus clair. Pour le budget général, il y a eu 3 créations, un emploi d'adjoint administratif à temps complet et 2 emplois d'adjoint technique à temps complet. Il y a eu de l'autre côté 2 emplois d'attachés à temps complet supprimés, 5 emplois d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet supprimés, et un emploi d'adjoint technique à temps non complet supprimé, ce qui fait 3 créés et 8 suppressions. Il y a la transformation des postes pour changement de quantité de temps, et donc suppression et création simultanée. Création de l'emploi d'adjoint d'animation à temps complet, un emploi d'adjoint administratif à temps complet, un adjoint technique à temps complet, un emploi d'adjoint technique à temps complet, donc c'est plus 4, et en face, les suppressions, un emploi d'adjoint d'animation 20 heures, un emploi d'adjoint administratif 17h30, un emploi d'adjoint technique 28 heures et un emploi d'adjoint technique 20 heures, ce qui fait 4 suppressions et 4 créations, en fait, des emplois partiels qui vont devenir des incomplet. Le total, donc, c'est plus 7 créations pour le budget général
et 12 suppressions. Le tableau donc, de décembre 2019, il y avait 229 postes budgétaires, et en septembre 2020, 224 postes budgétaires. La synthèse du budget du port. Un emploi d'agent de maîtrise à temps complet a été créé, et un regard, un emploi d'agent technique de principal deuxième classe à temps complet a été supprimé. En synthèse sur le budget de la cuisine, c'est une transformation de poste là aussi pour changement de quantité de temps, création de l'emploi adjoint technique à temps complet et la suppression de l'emploi adjoint technique à 30 heures. Et en fait, le total des mouvements, tout budget confondu pour cette délibération, c'est de création de 9 emplois et la suppression de 14 emplois. Question. Monsieur Dalligo. Juste une demande. J'ai vu qu'il y a un directeur de cabinet à temps non complet qui est pourvu. Il me semble qu'il y a une loi en décembre 2019 qui est venue modifier un petit peu les conditions et que ça relève maintenant aussi du conseil municipal de la communication du contrat. Donc vous devez avoir communication des contrats, des contractuels. On vous communique les contractuels. Il y en a plein contractuels. Non. Ah, non, avec les, si on prend les saisonniers, oui. Non, mais c'est ceux du tableau des effectifs. Ma question concerne le directeur de cabinet, c'est tout. Et alors, le contrat. Le directeur de cabinet. Tu peux voir le contrat? Monsieur le ministre, c'est qu'on ait supprimé et créé des postes le même jour. Monsieur Fred, vous êtes satisfait? On a, pour la première fois, on a supprimé et créé des postes le même jour. Mais absolument, parce que la demande, enfin, se réalise. On met du temps, mais on y arrive. Parce que là, ça a été possible, parce qu'il y a eu... Oui, ça va. Ça a été possible. Allez. Alors, qui est pour? Oui, madame Hébert. Non, mais je ne sais pas, c'est qu'en ça, je vois qu'il y a un DGA, mais qu'il n'y a pas de DGS sur ta musique. Non, parce qu'il est contractuel. D'accord, voilà. Donc il y a déjà pas de DGS. Y a-t-il des questions? Non, c'est bon. Qui est pour? Adopté. Et le point numéro 23, c'est la jeunesse, l'approbation de la convention de délégation du Fonds départemental d'aide aux jeunes, qui est renouvelée, je pense. Donc, je laisse la parole à M. Charbonnier. En date du 20 juin 2019, le conseil municipal a approuvé la convention de délégation du Fonds départemental d'aide aux jeunes à la ville de Metz au titre de l'année 2019. Le Fonds départemental d'aide aux jeunes est un dispositif d'aide mis en place par le conseil départemental de l'Hérault afin de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ce fonds vise à apporter des secours financiers exceptionnels pour faire face à des besoins urgents, accorder des aides financières pour faciliter la réalisation de projets d'insertion, proposer des mesures d'accompagnement individualisées, financer des actions d'accompagnement collectif. Ce fonds est placé sous l'autorité du conseil départemental de l'Hérault, mais sa gestion administrative et financière peut être déléguée à la commune exclusivement pour le périmètre de son territoire. Il est pour cela nécessaire de signer annuellement une convention de délégation entre la ville et le conseil départemental fixant les responsabilités, participation technique et financière de chacune des parties. La convention de délégation du Fonds départemental d'aide aux jeunes à la ville de Metz étant arrivée à échéance, il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle convention si annexée prévue pour l'année 2020. L'approvisionnement du Fonds départemental d'aide aux jeunes est assuré par la participation de la ville, un tiers du montant total, et du conseil départemental pour 2 tiers. Pour 2020, le montant total de l'enveloppe est fixé à 10 500 €, répartis ainsi: conseil départemental 2 tiers, dont 7 000 €, et la ville de Metz 1 tiers, 3 500 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de délégation de gestion du Fonds départemental d'aide aux jeunes entre le conseil départemental et la ville de Metz, dire que ces crédits sont inscrits au compte 657 362 subventions de fonctionnement aux organismes publics CCAS, autoriser M. le maire à signer la dite convention, charger M. le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires
à l'exécution de la présente délibération. Pardon. Il y a des questions. Madame Reimer. Oui, je souhaiterais consulter le bilan de l'action 2019, si c'est possible. D'accord. Voilà. On vous le fera passer. Merci. Vous pouvez vous déplacer avec le CCAS et vous le voir. Ok, d'autres questions? Il y a... Qui est pour? Adopté. Le point numéro 24, c'est la jeunesse encore. Et c'est M. Charbonnier qui concerne la convention d'instruction et de gestion financière du Fonds départemental d'aide aux jeunes entre la ville de Metz maintenant et le CCAS. Donc vous avez bien compris que là, il y avait une convention entre le conseil départemental et la ville. Donc parallèlement à cette convention, la ville a confié la gestion administrative et financière de ce fonds directement au CCAS, dans le cadre de ses missions à caractère social. La convention de délégation du Fonds départemental d'aide aux jeunes, ville, conseil départemental étant renouvelée, il est proposé de reconduire la convention d'instruction et de gestion financière du Fonds départemental d'aide aux jeunes entre la ville et le CCAS au titre de l'année 2020. Cette convention définit notamment les obligations et la responsabilité du CCAS, les conditions de financement ainsi que la durée de cette délégation. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'instruction et de gestion financière du Fonds départemental d'aide aux jeunes entre la ville de Metz et le CCAS, autoriser M. le maire à signer la dite convention, charger M. le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Jalino. Juste une observation, c'est pour éviter les problèmes. Dans la première convention, on a une date de validité signature jusqu'à fin d'année, et là on est de janvier 2020. Les deux conventions, j'avais prévu la question, j'étais surpris qu'on ne la pose pas. En fait, les deux conventions commencent au 1er janvier. La première est mieux que la seconde. En fait, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il est dit, c'est valable à la date de la signature. Oui, alors, il faudrait faire normalement, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Les deux. C'est écrit valable à la date de la signature. Ouais. Donc en fait, il faudrait virer la mention. Ouais, il faudra le modifier. Ça serait mieux. En fait, il y a eu, au Covid, le budget est voté par le conseil départemental. Non, mais j'ai compris que ça avait dérapé. Et voilà, et donc ça fait mais il faudra le modifier. Absolument. Modifier la délibération? Non, juste la date. Il faut marquer de la date de vote. Du 1er janvier au 31 décembre. Donc modifier, c'est la convention mairie qu'il faut modifier. Oui, exact. C'est noté ça? Merci. Point numéro donc 20. Non, qui est pour? D'abord. Adopté, à l'unanimité. Point numéro 25, donc marché public, approbation de la convention constitutive générale au groupement de commandes publiques entre les diverses communes et les entités publiques du territoire de cette agropole-Méditerranée. Nous avons donc un marché à bon groupement de commandes. Les familles d'achat qui étaient concernées pour 2018-2019 concernaient la maintenance des équipements, la signalétique routière, le gardiennage des bâtiments et la sécurisation des manifestations, les carburants, les fournitures de produits d'hygiène, la surveillance des installations d'eau chaude sanitaire, les caractérisations d'arômes bitumineux, les fournitures de granulats, les fournitures de bois et dérivés de bois et les fournitures scolaires. Je vous propose donc pour 2020 d'y ajouter, et nous avons la possibilité, les fournitures d'outillage, les fournitures pour l'entretien des bâtiments, la maintenance de l'éclairage public et les travaux de voirie, ainsi que la location de matériel, l'achat et l'entretien de rideaux inifugés, la fourniture de petits équipements sportifs, la maintenance du tableau d'affichage électronique et la fourniture et entretien des défibrillateurs. Voilà, nous en ces termes donc, de la convention modifiée, donc constitutive en général du groupement de commandes publiques pour la fin de l'année 2020. Je vous demande de m'autoriser mon représentant de signer la dite convention ou tous les documents qui s'y rapportent et d'autoriser bien sûr le président de cette agropole-Méditerranée ou son représentant de signer les marchés à venir ou tout document s'y rapportant dans la stricte limite du montant maximal fixé par famille d'achat, je vais nous citer, par chaque membre. Y a-t-il des questions là-dessus? Hop, attendez, alors monsieur Payne,
Oui, monsieur le maire, je suis un peu étonné de la présentation de cette convention pour une raison très simple, c'est que si vous allez directement en page 6 et 7, nous avons une liste de maires qui ne sont plus en exercice. Alors je ne vois pas très bien comment on peut signer ce genre de document. Je pense qu'il faudrait le dire à la GLO. Oui, Francis Roth, il n'est plus, Pierre Roubord non plus, et Yann Rosé non plus. Voilà, mais c'est parce que je pense qu'ils ont déjà signé avant de ne plus être maire. Mais je ne sais pas, ça. Je ne peux pas vous le dire. Franchement, je peux pas vous le dire. C'est la GLO qui nous l'a envoyé, Mais quoi qu'il en soit, monsieur, elle est valable, puisque de toute façon, aujourd'hui, elle fonctionne. Et c'est nous qui n'avions pas pris pour 2018-2019 les dernières familles que je vous ai citées, la fourniture sociale, donc on les rajoute. Les maires, eux, ils signent pour eux. Donc le maire de Frontignan, il a signé pour ses familles, peut-être qu'il a compris toutes les familles que je vous ai citées. Le maire de Boucard, il en a fait moins. Donc le maire de Metz, aujourd'hui, re-signera cette convention avec les signatures des autres maires, je pense. Monsieur Lamy, parce qu'il est plus la même de répondre là-dessus. Les mandatures se sont terminées. Mais les mandatures sont terminées, mais ils n'ont pas changé la convention. Monsieur Lamy. Je pense que il ne s'agit pas d'une adhésion de la ville à quelque chose. Non, elle existe. Non, il y a marqué Convention constitutive générale du groupement de commandes. C'est un avenant, la convention. La convention du groupement de commandes qui est modifiée, auquel on... Convention constitutive générale. En fait, c'est un avenant chemin de ça, je ne sais pas, moi c'est la... Voilà. Nous n'avons pas participé à toutes les nomenclatures. Il y avait un besoin pour l'éclairage public. C'est sur ça que, en fait, nous, on demande de participer. Donc j'ai posé la question à la GLO si j'avais un problème juridique de la signer maintenant. Moi aussi j'étais étonné de voir les noms des élus. Mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour que la ville de Metz adhère. Voilà. Et nous, c'est uniquement sur les familles d'achat. Les autres maires ont déjà signé. Les marchés sont déjà constitués. Ça nous permettra de bénéficier en tout cas de ce marché qui est spécifique et qui est très technique. Simplement, vous demandez donc à la GLO de bénéficier des quelques familles d'achat. La quatrième ligne, il est marqué Convention constitutive générale du groupement de commandes publiques 2019-2020. Mais je n'ai posé que c'est pour 2020, c'est jusqu'à la fin de l'année. Non, mais ça veut dire que je peux expliquer pourquoi les maires peuvent signer auparavant. Bien. Attention, je ne pense pas que vous soyez contre de pouvoir participer au contrôle de commande. Qui est pour? Juste une remarque par rapport aux tablettes. C'est le groupement de commandes, c'est à GLO ou c'est Ville de Metz? L'acquisition de ces tablettes? Non, c'est la Metz, c'est la ville. Parce que j'ai trouvé, j'ai vu la commande, que vous venez de Bordeaux, il n'y avait pas possibilité de trouver des fournisseurs. Je pense qu'ils ont fait un appel d'offres. Pas un appel d'offres, mais. Alors je ne sais pas si je viens de Bordeaux, mais à mon avis, ils n'ont pas été achetés à Bordeaux, je ne pense pas. Ils ont peut-être fabriqué à Bordeaux. Ils ont été achetés, c'est quelqu'un qui les a fait venir. Ils ont été achetés pour bénéficier des meilleurs prix sur un site de vente comme nous on les achète et pour bénéficier de prix beaucoup plus bas. Je parle de ça parce que quand on parle de commerce local, je ne dis pas parce que c'est à Metz, en fait, c'est un peu comme quand on a fait office de tourisme, on se retrouve à Metz avec aucun artisan locaux, même de l'aglo, il y avait personne de l'aglo qui a fait les travaux. Donc pour des fois, il y a des appels d'offres qui pourraient y mettre le public. Sur Metz, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient vendre des tablettes. Sur Metz, je ne parle pas spécialement à Metz. Territoire. Je ne sais pas, moi, dans l'école. Bon, allez, je pense qu'ils ont. C'est une remarque que je fais. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas française non plus, la marque. Bien. Point numéro 27, donc, alors, le marché public pour l'adhésion, donc, au groupement de commandes pour les familles supplémentaires que je vous ai citées. Qui est pour? Adopté à l'unanimité, merci pour pouvoir mettre de l'éclairage. Le point numéro 26, c'est foncier, c'est l'impasse, c'est les Amaridis, c'est un déclassement
domaine public, un domaine... Donc, je reprends. Donc le parti à détacher représenterait environ 69 mètres carrés sur les 13 319 mètres carrés que comptait la parcelle à céder à Madame Charlène Galégo, qui est propriétaire de la parcelle contiguë. Cette parcelle est un délaissé de voirie du lotissement, en partie un espace vert, intégré au domaine public de la commune par une cession gratuite du lotisseur à l'époque. Elle ne supporte aucun équipement nécessaire au service public. Cette cession n'aura pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation sur la voie qui est un impasse. La cession de cette emprise pouvait se faire au prix de 3 000 € au vu des services et des domaines. Le propriétaire prenant à sa charge la réalisation des plans de division foncière, la démolition du mur de clôture actuel, l'édification d'un nouveau mur de clôture, donc à 69 mètres carrés plus loin, avec l'enduit teinté à la propriété communale. Il sera précisé dans l'acte de cession que l'emprise vendue ne sera pas constructible. Il ne donnera pas de nouveau droit à construire pour la parcelle initiale, qui est soumise au cahier des charges du lotissement. Préalablement à la cession, cette emprise doit être déclassée du domaine public communal et intégrée dans le domaine privé communal. Donc, pour cela, je vous propose le déclassement du domaine public communal, cette parcelle 69 mètres carrés, de la parcelle cadastrée section CH 186 selon le plan de division foncière établi par le géomètre et joint à l'annexe. Il est intégré dans le domaine privé communal. La partie restante de cette parcelle de 12 250 m² demeure bien sûr dans le domaine public communal. Je vous demande aussi d'approuver la cession de cette partie de parcelle cadastrée CH 186 de 60 m² pour un montant de 3 000 € à Mme Galégo, 8 impasse des Amaryllis à Metz, et de préciser dans l'acte de cession que cette parcelle n'est pas constructible et ne donnera pas de nouveau droit à construire dans la parcelle cadastrée CH 185 de propriété de Mme Galégo. Et de m'autoriser à signer la promesse de vente, les avant-contrats, les éventuelles conditions suspensives, puis l'acte authentique de vente, ainsi que toutes les pièces et tous les documents nécessaires à cette décision, à cette cession, pardon. Y a-t-il des questions là-dessus? L'impasse des Amaryllis, c'est au rond-point des Trois-Oliviers. Monsieur Maïs. Oui, nous avions retiré cette délibération le 27 mars 2019. Oui. Les 69 mètres carrés étaient vendus à 30 €, soit 2070 €. Il est maintenant à 43, 42, soit 3000 €, soit 44% de plus. Déjà, première, qu'est-ce que c'est qui justifie cette augmentation de... Estimation du domaine. L'estimation des domaines en 2019, elle était à 4140. Et là, elle était plus... Et nous la vendions à moitié prix. Bon, après, voilà. Elle est à combien elle était? À 4140. Alors, la valeur de la proportion cédée dès lors que c'est la séquence de dépenses supplémentaires à la propriétaire acquéreur est estimée à 2 760 €. Je pense que l'estimation des domaines qui avait été faite à l'époque, elle était pour, peut-être qu'il pouvait prétendre à avoir les droits à construire. Sauf là, dans la question pour la vente, j'ai reçu Mme Galégo et je dis qu'elle n'aurait pas de droit à construire. C'est pour ça que les domaines ont diminué l'estimation. Et donc il y a une marge de 10%, on l'a appliqué. Il y a les frais aussi qui sont payés, qui sont comptabilisés. Oui, mais les frais, c'est eux qui les prennent. C'est eux qui les prennent, mais nous, on prend comme frais. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'on lui vendait à 2000, maintenant on lui vend à 3000 €. Mais on ne le vendait pas, justement, tu te rappelles, on l'avait retiré parce qu'on trouvait que c'était anormal, il y avait quelque chose qui clochait. Parce que là j'ai une remarque à faire, parce que dans un autre conseil, je vous avais fait la remarque en mettant en avant le manque de cohérence dans les prix de vente ou d'achat des terrains. Et mes craintes viennent aussi sur ces terrains qui au départ ont pour but d'agrandir les jardins et qui deviennent constructibles. Non, mais tu as vu, c'est précisé. Je vais vous prendre un exemple. Je prends un exemple dans la rue Beau Soleil. Beau Soleil? Oui, Beau Soleil Corail. En 2011, nous avions vendu un terrain de 141 mètres carrés pour un propriétaire voisin. Ce terrain vendu à l'époque à 50 mètres carrés, soit 8 248,50 €. Les acheteurs ont vendu la maison en 2018 et maintenant vendent ce soi-disant délaissé à un promoteur. Voilà comment on construit sur une parcelle de 141 mètres carrés, vendue à la modique somme de 8 248 €,
une villa. Et donc une grosse perte pour la commune, parce qu'on a laissé des délaissés pour qu'ils s'agrandissent et maintenant on le vend en terrain construction. Parce que je pense que ça n'avait pas été mentionné sur... Non, ça n'avait pas été mentionné. Voilà, c'est pour ça. Et à savoir que ce terrain est quand même en zone bleue PPRI, c'est quand même inondable, et donc là, le permis il doit être signé le 17 septembre. Parce qu'en zone bleue, on ne peut pas interdire les permis. Voilà, c'est ça. On va faire une villa sur 140 m² sur un DDC, c'est DDC, c'est bien, moi. Ça va, oui, là, M. Paisa, c'est un DDC de 69 m², et je fais préciser justement, c'est pour ça que j'ai reçu Mme Gallego pour lui dire que je ne voulais, elle m'a fait le courrier, bien sûr, que je ne voulais pas que ce soit, ça donne le droit à construire et de construire cette parcelle. Monsieur David. Une question sur le déclassement de domaine public. Là, vous lancez la procédure de déclassement ou vous approuvez? On fait les deux en même temps. Il y a un cas public ou pas? Non, pour ça, pour 69 m². D'accord. Dans la même délibération, on C'est le déclassement ce soir. Voilà, on déclasse et on vend en même temps. On peut le faire pour une parcelle comme ça. Ça serait une parcelle constructive ou une parcelle comme ça. Il faut dire quand même que c'est un peu fort de café cette affaire-là, parce que la personne qui achète aujourd'hui le terrain, il nous l'a cédé gratuitement il y a quelques années. Bien, qui est pour? Adopté.